Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et après m'être infligé aujourd'hui la vidéo des flops de l'année, d'être revenu sur l'année 2025 et sur tous les films que j'ai détestés, ou en tout cas qui m'ont déçu, en parlant de Smashing Machine à Dracula, de Délocalisé à Superman, c'est un long panel. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des films qui, eux, m'ont convaincu et qui ont été des vraies révélations pour moi cette année. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que 10 malheureusement, parce que tout le monde fait un top 10 sur Internet. Moi, je n'y ai pas réussi. J'ai essayé de, comme je le pouvais, je n'ai pas pu le faire. Et j'aimerais, avant de parler du top 10, vous parler des films qui auraient pu ou qui y étaient jusqu'à il y a encore quelques jours. Y était encore il y a quelques jours le film Quatrième Mur, Eddington, le film Touch, le film Rapace, le film Maldoror, Avatar 3 ou encore le film Parthénopée. Et si je veux parler du Quatrième Mur, le Quatrième Mur, c'était pratiquement sûr qu'il allait partir. Parce que le Quatrième Mur est un film qui m'a beaucoup touché par sa thématique et par son envie de raconter le Liban et un combat perdu d'avance. Et j'ai trouvé les comédiens très convaincants, mais il manquait quand même quelque chose dans sa réalisation pour être un grand, grand film. C'est un bon film, c'est un très bon film. Mais de là à être dans le top, non. Eddington, il a longtemps traîné dans mon top 10 parce que c'est un cauchemar ambulant. C'est Harry Astor qui filme l'Amérique d'aujourd'hui et qui nous montre que pas besoin de faire des films d'horreur. Le film d'horreur, c'est l'Amérique qui nous est proposée telle qu'elle est à l'heure actuelle en période de Covid, avec un Joaquin Phoenix et un Pedro Pascal qui vont s'affronter, et puis ensuite les thématiques habituelles de l'Amérique qui s'arme, et l'Amérique qui s'arme qui en fait des gogoles, quoi. Et c'est absolument passionnant ce qu'il raconte, et moi j'ai été totalement transpercé par ce récit. Dans Touch c'était un film polonais, ou en tout cas scandinave, quelque chose dans ce genre-là, et c'était un film qui nous parlait d'une histoire d'amour sur plusieurs générations, des amoureux qui se retrouvent après bien des années. Et on va nous parler de passation de pouvoir, de transmission, d'amour, d'amitié, de choses qui durent dans le temps et des remords qu'on peut avoir. Et avec des sujets très douloureux qui vont nous être amenés au fur et à mesure dans ce récit, mais une histoire d'amour qui est juste passionnante, et également cette amitié qui va se créer entre les gens de cette cuisine et puis cet homme qui arrive et qui va découvrir une nouvelle culture, etc. C'est très très beau à voir, Touch. C'est très très beau. Le Rapace et Dossier Maldoror, ce sont deux films policiers. Rapace est un thriller, là où le Dossier Maldoror est beaucoup plus un film poisseux d'enquête, où on va nous parler de l'affaire Dutroux. C'est passionnant à suivre, mais c'est hyper dur. Moi, ça m'avait mis les frissons absolus. Ces deux films de police que je vous invite à découvrir. Pour ce qui est de Avatar 3, c'est un des derniers films que j'ai vu cette année. Et je vous ai dit tout le bien que j'en pense de ce troisième opus par rapport au second, que j'avais trouvé beaucoup plus lent. Je trouve que la part sombre et le nouvel ennemi apportent quelque chose, que Quaritch n'est pas une repompée de ce qu'était... Excusez-moi, je suis malade. De ce qu'était Jake, et qu'il a de nouveau un nouveau parcours, et il devient très intéressant, presque le plus intéressant. Je vais avoir beaucoup de mal. Mais ça n'en fait pas pour autant un film qui me passionne. En fait, j'aime beaucoup ce qui est fait. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de talent. Mais le fait que tout soit fait en numérique, qu'il n'y ait pas de vrai décor, qu'il n'y ait pas quelque chose qui me ramène à mon univers, me perd un petit peu. Le tout virtuel fait que le tout factice me sort un petit peu quand même de l'envie de le mettre en avant. Mais ce film-là était réellement très très bien foutu, malgré les redites qu'on connaît depuis le départ.
Pour ce qui est de Parthénopée, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de l'année. C'est mon fond d'écran à l'heure actuelle sur mon PC et c'est aussi un des films que j'ai recueilli dans ma bibliothèque le plus tôt possible. C'est un film que j'aime énormément. C'est Paolo Sorrentino qui le filme et donc avec Paolo Sorrentino, on est habitué à avoir des images sensationnelles. Et quand on nous parle de la sirène de cette ville, eh bien, de Parthénopée, eh bien, c'est une vraie sirène, l'actrice qu'on nous propose. C'est une femme qui nous met tous à terre. Et j'ai adoré la lenteur du récit et la relation qu'elle avait avec Gary Oldman pendant tout le long. Il y avait quelque chose qui me plaisait. Et puis quand on partait de là et qu'on allait ailleurs, je trouvais que le récit se perdait petit à petit pour au final peut-être se chercher encore à sa fin. Mais je trouve que les images qu'il amène sont d'une beauté assourdissante. Il y avait beaucoup de choses qui me touchaient, notamment avec son prof de philo, l'homme qui doit lui donner un diplôme à un moment donné. Elle a une relation très spécifique avec lui que je trouve très belle. Il y a beaucoup de choses qui me touchent. J'aime beaucoup comment il attaque l'église de temps en temps. Moi qui suis athée, qui n'aime pas trop les religions, etc., c'est pas des sujets qui m'emportent. J'aime beaucoup comment il les attaque de temps à autre et comment il leur reste fidèle par la suite. Enfin voilà, c'est un film qui m'a passionné, qui aurait pu être numéro 1 s'il avait su suivre réellement une trajectoire et une thématique. Parce qu'à un moment donné, on a envie de lui dire « Qu'est-ce que tu veux nous raconter ?» Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus où il veut aller. Mais ça reste un film délicieux à suivre. Après vous avoir dit tout ça, j'ai gardé Frankenstein pour la fin. Parce que Frankenstein, il y a Mia Goth dans ce film qui est sensationnel. Il y a Jacob Elordi qui est cette créature qui est tombée par terre. On a Oscar Isaac qui est un très bon acteur. Et on a Del Toro qui est le papa des monstres depuis toujours dans le cinéma. Et c'est peut-être l'œuvre, c'est peut-être ce qui l'a inspiré depuis toujours. Donc réussir à faire ça aujourd'hui, c'est peut-être son plus beau cadeau. Mais c'est un cadeau Netflix. Et c'est un cadeau que je ne mets pas dans le top 10 parce que c'est un film, justement, Netflix. Et le fait qu'il ne soit pas sur grand écran avec toutes les propositions de cadre, de mise en scène qu'il nous propose dans ce film, c'est un sacrilège. J'aurais voulu qu'il se batte pour essayer que on ait au moins une semaine et demie de possible. Là, il y a juste l'élite, certaines personnes, des privilégiés, des journalistes qui ont pu le voir sur grand écran, une programmation grand Rex, très bien, mais pour les autres, allez vous faire foutre, c'est sur Netflix, sur vos petits écrans, ou avec votre son, etc., etc. Quand on voit les cadres, c'est des peintures, tous les plans qui sont proposés dans ce film, eh bien quand on voit ce qu'il est capable de nous proposer et la mise en scène, j'aurais rêvé le voir sur grand écran. Et sur grand écran, il aurait été facilement à la 3e place de ce top, c'est une évidence. Et la musique d'Alexandre Desplat, c'est magnifique. Mais alors, Mia Goth, avec sa douceur dans ce film, ses robes, voilà, c'est du velours ce film. C'est magnifique comment c'est raconté. Et c'est Del Toro qui le filme. Donc voilà. Frankenstein, c'est sur Netflix, à mon grand regret. Et maintenant, on va rentrer dans le top 10. Et en attaquant le top 10, on attaque avec un film qui est décrié par beaucoup de monde, puisque je vais vous parler de Wicked Partie 2. Et Wicked Partie 2, c'est un film qui a concrètement déçu. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai aimé. J'en ai fait une vidéo et je vous ai dit que je trouvais que on avait un premier film qui était lumineux parce que on avait cette illusion d'un monde qui allait très bien. À la fin du premier film, on se rend compte que rien ne va et tout est désillusion. Et le deuxième film tient cela pour amener une part sombre qu'on n'avait pas dans la première partie, qui l'amène dans la seconde. Et donc même les chants, même l'univers est beaucoup plus posé, beaucoup plus murmuré, beaucoup plus chuchoté. Et il y a une mélancolie qui s'installe tout de suite. Mais la beauté de l'amitié entre Glinda et cette Elphaba est très intéressante. Je trouve qu'ils s'en sortent merveilleusement bien avec le magicien d'Oz de 1939. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent très bien en cohésion. Oui, les musiques ne sont pas aussi bonnes que dans le premier, mais on n'est plus dans l'envie de faire des grands ballets et quelque chose d'exceptionnel. Là,
tout est parti en live à partir du premier film. Donc, même si les musiques sont moins bonnes, je l'accepte par le récit qui m'est proposé. C'est pour ça que j'ai été franchement touché par la proposition qui est Wicked 2 et que je le mets en 10e position. Pour moi, c'est 1000 fois mérité. À la 9e place de ce classement, c'est un film français, c'est un des derniers films que j'ai vu, un film avec Jonathan Cohen que j'ai pu découvrir et l'actrice Magali Lépine-Blondeau qui est une des plus belles actrices que vous pouvez découvrir à l'heure actuelle, ça s'appelle L'âme idéale et L'âme idéale, ça va nous raconter l'histoire d'une femme qui a un accident de voiture, un homme vient la voir pour savoir si elle va bien, elle va commencer à discuter avec lui et s'intéresser à lui et elle va se rendre compte qu'il est mort au moment de cet accident et qu'il fait partie des gens qu'elle voit régulièrement puisqu'elle voit les morts comme sa mère voyait les morts. Et l'histoire d'amour qu'elle entreprend avec cet homme est évidemment impossible. C'est fait avec beaucoup de sérieux, c'est pris au premier degré et on croit à tout ce qui est dit, il y a beaucoup d'émotions et ce genre de thématique et de sujet est réservé à des films américains. Nous qui sommes moins crédules et qui acceptons moins ce genre de scénario, eh bien là, tout prend à la gorge. On a les sanglots pour la dramaturgie, les sanglots pour le rire. Honnêtement, je trouve que c'est un film qui, dans tout ce qu'il veut raconter, le fait parfaitement bien. Et Magali Lépine-Blondeau apporte à ce film la douceur, le charme et toute une candeur. Voilà. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, c'est un film lumineux, merveilleux, c'est une magnifique histoire d'amour. Foncez au cinéma, qu'est-ce que vous attendez ? Les enfants vont bien est un film que j'ai cité pour être à la 8e place de ce classement. C'est encore un film français et c'est un film où Camille Cotin va pouvoir être mise en avant, elle qui était déjà dans son précédent film Tony en famille. Et j'ai envie de dire que ce film-là, c'est un film qui me fait beaucoup penser au cinéma japonais, où les fantômes sont très présents. Et là, c'est une jeune femme qui va devoir éduquer les enfants de sa sœur, qui lui rend visite et qui disparaît le lendemain matin, sans dire un mot, en n'ayant conscience qu'elle abandonne ses enfants et en ne voulant pas être retrouvée. Et donc, pendant tout le film, c'est comment cette femme qui n'a pas l'instinct maternel va devoir apprendre à faire avec et comment la disparition de sa sœur va peser sur tout le film pendant tout son long. Et comment on a l'impression qu'elle est omniprésente sans jamais être là à l'écran. Et c'est ça qui est la force de ce film, avec des cadres et des moments de douceur qui sont très beaux. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la force du cinéma français. L'âme idéale, c'était déjà le cas. Ici encore, le cinéma français confirme que je l'aime éperdument et que vous devez lui laisser une chance. C'est la 8e position. Et comme on parle de cinéma français, eh bien, maintenant qu'on a parlé de long métrage, qu'on a parlé de film, parlons animation. Et en animation, en cinéma français, on a été servi puisque en 7e place, j'ai décidé de parler de Arco et de Amélie et la métaphysique des tubes, qui sont deux films que je ne peux absolument pas mettre de côté. Ces deux films qui sont français, un produit par Nathalie Portman qui est Arco. Et dans ces deux films-là, on a une beauté à l'image qui est fulgurante. Et on a des thématiques et une envie de raconter des sujets lumineux. Une avec une enfant qui se prend pour Dieu et qui est très drôle, avec une relation qui se crée, qui est réellement très très touchante. Et un autre qui nous parle du futur et qui veut nous montrer un futur qui n'est pas que noir, qui peut être lumineux, qui peut être possible, mais où la technologie prend de plus en plus de place et où les parents sont de plus en plus absents. Et donc une petite fille dans cet univers-là s'ennuie et va découvrir un nouvel ami, quelqu'un qui va lui faire du bien. Voilà un petit peu, sans trop rentrer dans les détails réellement, ce qu'est Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Deux films fulgurants, passionnants, magnifiques, poétiques. Voilà, ça c'est du cinéma grandeur nature français. Que voulez-vous que je vous dise ? En 6e place, j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Sorry Baby. Alors, j'ai perdu le nom de la réalisatrice à l'heure actuelle, je m'en veux, je vais vous le mettre tout de suite.
il apparaît. Et ce film-là, j'ai envie de vous dire que je vais être très rapide là-dessus. Ce qui m'a touché dans ce film, c'est sa douceur, c'est sa sensibilité, c'est son sujet très dur, et c'est l'amitié qui naît avec ce chat, avec ces deux personnages dans ce film. Et je trouve que tout marche éperdument bien, c'est hyper bien raconté, tout paraît hyper vrai, et c'est pour ça que c'est si touchant et si dur à recevoir. Mais c'est un film qui est un hyper culte et qui le fait avec des moyens qui sont très simples. Donc Sorry Baby, c'est un film que vous devez absolument récupérer. En 5e position, j'aimerais qu'on parle de Un parfait inconnu. Un parfait inconnu, c'est tout ce que Betterman n'a pas su faire la même année, c'est faire un bon biopic. Un bon biopic n'est pas obligé de raconter toute l'histoire d'un chanteur. Ici, on va nous parler de Bob Dylan, mais on va nous parler du moment où Bob Dylan se saisit de la musique et en fait quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Bob Dylan s'empare de la musique, on se rend compte que la musique ne sera plus comme avant et que tout le monde se rend compte en s'entourant de lui qu'il est en train de définir la musique, de la redéfinir. Et c'est ça qui est important. Et c'est juste cette partie de cette vie qu'on est en train de définir et de raconter et pas le reste. Et donc on parle d'un esprit de liberté qu'avec Bob Dylan qui est toute l'âme de ce film. James Mangold, qui est le réalisateur de Walk the Line ou de Logan, avait fait un Walk the Line très très bon avec Joaquin Phoenix. Il sait raconter ces récits-là et encore une fois, il lui donne une force et une majesté qui est passionnante, et Timothée Chalamet est remarquable, comme les Edward Norton et tous ceux qui l'accompagnent, donc il n'y a aucun souci, c'était un très bon film. Elle Fanning qui est dans ce film est d'une beauté et d'une sensibilité à fleur de peau, elle nous crève le cœur à bien des moments et je trouve ce film passionnant. Voilà, donc Un parfait inconnu, c'était parfait. Passons à la suite. En 4e place, deux nouveaux films français s'affrontent. On a L'attachement et puis nous avons L'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'était un merveilleux premier film. Un premier film qui nous racontait les premières histoires d'amour et puis le combat entre jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui doivent s'affirmer parce qu'ils sont entre eux en vacances, il n'y a pas d'adultes et donc ils doivent s'imposer, se démarquer et il va forcément y avoir une lutte de classe qui va se faire et une envie de dominer les uns et les autres. Et là-dedans, il y a ceux qui vont jouer le jeu pour rentrer dans le moule et ceux qui vont vouloir s'en éloigner. Et on va voir les faux semblants, ceux qui sont réellement honnêtes malgré leurs apparences et ceux qui veulent juste s'intégrer. Et c'est un très 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 beau récit qui nous est raconté là. Anja Verderosa, c'est la révélation à côté de Félix Lefebvre, mais elle est réellement beaucoup plus puissante que lui dans ce récit-là. Je trouve qu'elle est impeccable, il n'y a rien à dire. Et pour moi, ça a été vraiment un choc ce film. Et à côté de ça, on a L'attachement, qui était un film du tout début d'année. Et L'attachement, il y a cette actrice dont je ne trouve plus le nom, donc je vous mets tout de suite... le nom apparaît, il y a Pio Marmaille avec elle, il y a Raphaël Quénard, il y a de très très bons comédiens, tout le monde joue une parfaite partition dans ce récit où une mère de famille va décéder en accouchant, le père va devoir s'occuper de sa fille en ayant perdu son épouse, et comment une famille va se reconstituer après ce deuil, comment une famille va se reconstituer avec des gens qui ne sont pas forcément de la famille, mais des gens extérieurs. Comment on recompose, comment on se ressoude, comment on va de l'avant. Et on va faire ça étape par étape. Chaque mois va donner une nouvelle scène. Les 1 mois de la petite, les 10 mois de la petite, les 1 an de la petite, et ensuite ce sera les 2 ans. Chaque année, au retrouvailles, on voit comment la famille se reforme. C'est un film qui est presque parfait, qui est pas dans les clichés, dans les faux semblants ou larmoyant, loin de là, mais qui est toujours fascinant dans le bon dosage.
Et je trouve que c'est un film qui est presque parfait et où Pio Marmaille et cette actrice, donc j'ai beaucoup de mal à retrouver le nom à l'heure actuelle, ça m'énerve, eh bien, fait une partition juste remarquable. Donc ce film-là, je le vois, je le revois, ça fait partie des immanquables pour moi. En troisième position, encore deux films, un film américain et un film français. J'aimerais vous parler de The Brutalist de Brady Corbet et j'aimerais vous parler de Dossier 137 qui est un film de Dominique Moll qui avait déjà fait le merveilleux La Nuit du 12 où il avait reçu plein de prix au César. Et avec ce film-ci, j'ai envie de vous dire que Dossier 137, c'est un film impactant sur ce qu'est la police des polices, ceux qui sont là pour surveiller que les policiers, quand ils exercent leur pouvoir, eh bien le font avec les droits, c'est-à-dire qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir pour pouvoir, je sais pas, faire des violences, etc., etc. Et on va avoir pendant les gros cases des Gilets jaunes, cette enquêtrice qui est Léa Drucker, qui va devoir enquêter sur des policiers et sur des violences faites sur des individus. C'est un film qui va être implacable, qui va être vraiment très bien rodé. Et j'en ai déjà fait toute une vidéo pour expliquer à quel point ce film était puissant. Mais je le pense sincèrement, c'est réellement du très bon cinéma. Et il y a toujours quelque chose de défaitiste dans le cinéma de Dominique Moll, c'est qu'il nous raconte toujours qu'il vaut mieux être une crapule ou un mauvais flic, ou en tout cas faire mal son boulot dans chacun de ses films, plus que de bien le faire parce que c'est plus facile d'être mauvais, tu vas plus facilement t'en tirer que si tu essaies de faire les sauts justement. Donc voilà, c'est assez défaitiste comme message. Et pour ce qui est de Brutalist, c'est filmé en VistaVision. Il y a des cadres spectaculaires. C'est une envie de montrer le rêve américain après la guerre de 40. C'est ce Polonais qui se rêve à des architectures dithyrambiques et qui va affronter le capitalisme, le vrai monde, la cruauté de l'homme. Et c'est donc des décors en veux-tu, en voilà spectaculaires et avec des comédiens comme on a bien évidemment Adrian Brody, on a Felicity Jones et on va avoir Guy Pearce qui vont s'affronter et c'est un combat qui est très cruel, c'est pour ça que je ne le reverrai pas tout de suite. Il est dans ma bibliothèque, mais je mettrai du temps à le revoir. Mais en termes de décor, en termes d'ambiance, c'est 3h30 avec une entracte qui vous est proposée. Un film comme ça, c'est un film rare, j'ai envie de dire. Et rien que pour ça, vous devez découvrir ce qu'est ce film. C'est pour moi un petit peu ce qu'était There Will Be Blood, par exemple. C'est des grandes fresques de l'Amérique et c'est des récits dont on a besoin. Donc voilà. En deuxième position, maintenant, j'aimerais vous parler de Une bataille après l'autre. C'est le film de Paul Thomas Anderson, qui est un réalisateur qui a fait There Will Be Blood, j'en parlais juste avant. Il a également fait des films comme Boogie Nights, il a fait des films comme Punch Drunk Love, il a fait aussi des films comme Magnolia, bien évidemment, qui est une des plus belles histoires d'amour qui ait été proposée au cinéma. Et j'ai envie de vous dire qu'avec Une bataille après l'autre, il réunit pour la première fois notre cher Leonardo DiCaprio avec, par exemple, des acteurs exceptionnels comme Benicio del Toro. On a Tenaya Taylor qui est dans ce film. On a cette jeune actrice qui est époustouflante du début à la fin. Et on a Sean Penn pour incarner le mal. C'est juste terrifiant. Et tout ce qui est amené ici est juste dithyrambique. On a une course-poursuite comme je n'en ai jamais vu, mais on a réellement un message sur l'Amérique d'aujourd'hui. Et au-delà de tout ça, c'est un film qui a un grand budget. C'est la première fois qu'on donne un budget aussi puissant à Paul Thomas Anderson. Mais ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'incarner, d'amener avec un gros budget à l'image, de dire ok, je vais me conditionner avec un film qui ressemblera à un blockbuster, mais sans être réellement un blockbuster, il sera à ma patte. C'est tellement rare un réalisateur qui ne se perd jamais et qui arrive à donner un petit plus à ses œuvres. Et même avec un budget où il pourrait être plus cadenassé, où on pourrait lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, pas du tout. Il en fait quelque chose de magistral, c'est à tomber par terre. DiCaprio est somptueux et tous les autres acteurs aussi. Voilà, si vous voulez voir un film qui a surfé sur l'année,
une bataille après l'autre, je ne sais pas quoi vous dire à part foncer, c'était du grand cinéma. J'ai rattrapé un film de 2025 en 2026. Il s'agit du film de Kleber Mendoza Filho, L'agent secret avec Wagner Moura au casting qui était Pablo Escobar pour la série Narcos ou encore dans le film Civil War où il campait un journaliste passionnant. Et ici, Wagner Moura, il montre toute sa palette de jeux. Le film a eu le prix de la mise en scène pour la réalisation de Kleber Mendoza Filho et le prix de l'interprétation masculine pour son acteur principal que je viens de vous citer juste avant. C'est dire la densité qu'il y a dans cette œuvre. Il y a en même temps le meilleur de ce qu'on peut trouver en termes de mise en scène et une intensité dans le jeu exemplaire également. Donc on a réellement, si le sujet est bon, si les dialogues sont bons, on peut avoir quelque chose de très intéressant parce que tout y est. Et je vous assure que dans ce film, tout est là. Dans ce film, qui s'appelle L'agent secret, c'est un jeu de mots pour nous parler de ce qu'on peut imaginer être un agent secret, mais dans une dictature en 1960, comme celle de 1977 au Brésil, chaque individu peut être un agent secret ou considéré comme un agent secret, puisque on se renseigne sur ses voisins, on change d'identité, on est obligé de faire tout cela pour survivre. Et tout le monde espionne sur tout le monde en réalité. Et c'est comme ça que la dictature continue à se propager. Et dans ce film, la première grande scène de ce film montre brillamment tout cela. La corruption de la police, la tension qu'il peut y avoir, un mort dans tout cela. Et on ne sait jamais quand ça va tirer, mais ça peut tirer. Et tout le monde cherche des informations. Et si vous cherchez des informations qui dérangent, vous pouvez être mis sur la touche. Et c'est ça qui est intéressant et c'est fait avec beaucoup de brio au niveau de son envie de nous faire découvrir un Brésil très différent de celui qu'on imagine et en même temps de savoir quand on réunit la population réellement nous parler d'eux. C'est-à-dire qu'on ne la reconnaît peut-être pas dans son paysage et dans l'atmosphère qu'on veut y amener, mais on reconnaît ses habitants et on a l'impression réellement qu'il saisit quelque chose de cette époque-là. Dans ses archives, lui qui est un réalisateur de la mémoire, il le fait avec brio. Donc oui, je pensais que Une bataille après l'autre serait le seul film qui serait en deuxième position, mais en ayant vu une œuvre aussi riche, oui, ce film-ci se classe à la même position qu'Une bataille après l'autre. J'ai pris autant de plaisir pour deux films bien différents, mais voilà des œuvres qui sont monstrueusement intéressantes, brillantes dans la forme comme dans le fond, qui arrivent à nous faire rire avec des sujets très graves, qui arrivent à nous émouvoir, et surtout qui ne sont pas là juste pour satisfaire le spectateur, ils veulent vous offrir quelque chose en plus. Voilà ce que j'ai à dire sur L'agent secret, et ce seront mes derniers mots avant de passer à la numéro 1. Et puis en première place, il y a deux films qui se battent. Et il y a un film, vraiment, je le mets de côté parce que pour moi, c'est le film que j'aurais voulu réaliser dans ma vie, c'est une certitude. Si je dois réellement être honnête, le numéro 1, c'est Valeurs sentimentales. Valeurs sentimentales, c'est un film de Joachim Trier, qui est un film qui va nous parler de la famille dysfonctionnelle, famille en rupture, on va dire. Et le père est réalisateur, il ne s'est jamais occupé de ses filles. Il veut faire un film où il veut proposer un rôle à sa fille, en lui disant qu'elle a toujours compté, et elle lui dit pourquoi t'as jamais été là dans ce cas-là. Et ça va être un film qui va être dans le conflit, mais c'est le cinéma qui va les réconcilier. Et c'est ça qui est très beau là-dedans. Il y a Elle Fanning qui est de retour, Stellan Skarsgård, qui est un des plus grands acteurs qu'on ait à l'heure actuelle, joue le père, et il est d'une densité, d'une empathie, il a un jeu, une palette d'émotions qui est remarquable. Et puis cette actrice dont je n'arrive jamais à dire le nom, elle est stupéfiante, elle t'effraie, elle te fait chialer. C'était déjà le cas dans Julie en 12 chapitres ou dans La Convocation cette année. Cette actrice, elle est parfaite, c'est une des plus grandes qu'on ait et c'est une des plus jeunes. Comment fait-elle pour être aussi douée? Mais dans ce film-là, en plus d'être un grand film sur une réconciliation familiale, on a une maison qui va nous être montrée du début à la fin, et dans cette maison, on a l'impression que tout y habite, les souvenirs,
tout est là et on a sans cesse un vécu et un poids qui est présent. Et Joaquin Trier fait des films comme personne ne les fait à l'heure actuelle. C'est du film auteur qui peut paraître bobo et intellectuel, mais que je ne considère pas être bobo et intellectuel parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de cinéma dans son cinéma et que c'est réellement à tomber par terre au niveau de la photographie, de la mise en scène et de tout ce qu'il veut incarner et amener. Donc voilà, valeur sentimentale, c'est le numéro 1 et celui que je considère être le film qui m'a tabassé la gueule cette année, c'est Life of Chuck de Mike Flanagan, une œuvre de Stephen King qui est l'œuvre la plus, moins horrifique, absolument pas horrifique, on va dire, plus les choses comme ça, de Stephen King. Et dans cette œuvre, on est là pour rappeler les petits moments de vie à savourer. Et c'est un film qui va énormément jouer sur le mystère avec un Tom Hiddleston parfait, mais qui est d'une poésie absolue, qui nous donne envie de danser, de rêver, qui nous surprend toujours. C'est un film qui dure 1h30, qui ne va pas vous durer très longtemps. Je ne crois pas que ça dure 2 heures dans ma mémoire. Mais c'est un film qui est surprenant de son début à sa fin, mais qui ne vous lâchera jamais, qui saura toujours avoir une place dans votre cœur. Et moi, j'avais des sanglots, j'avais de la joie, je tapais du pied avec eux. J'ai trouvé que c'était le plus grand film qui a été fait et le film que j'aurais toujours voulu faire dans ma vie. Donc voilà, s'il y a bien des films que je dois mettre en avant cette année, c'était ceci. J'aurais pu parler aussi des 4 Fantastiques qui s'est défendu et qui a essayé de faire quelque chose, mais voilà, il avait des défauts, il a tenté un truc. Je trouve que c'est un film de super-héros qui se regarde et qui est sympathique, sans être un immense film non plus, faut pas déconner. Mais voilà, c'est mon top. Life of Chuck, je vous invite à le voir. Mike Flanagan, il fait vraiment des œuvres somptueuses et je trouve qu'il a une patte. Je trouve qu'il comprend parfaitement Stephen King et c'est peut-être celui qui le comprend le mieux, de mon point de vue. Voilà, c'était mon top. Merci d'avoir été au bout d'ailleurs. Merci d'avoir tenu. N'hésitez pas à me parler de films que j'aurais pu ne pas découvrir. Il y en a, ça existe. Je n'ai pas été tout voir. J'ai vu à peu près 180 films au cinéma. Et j'ai dû voir une 40aine de films en dehors. Et puis après, beaucoup de séries. Beaucoup de séries. Et les séries, on va en parler en faisant les tops et les flops pour ceci dans la semaine à venir. Je récupère parce que je suis actuellement malade. J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Je tousse en permanence. Donc je me remets tranquillement. Et je m'occupe de vous parler des séries et des films à venir. 2026 arrive. On va pouvoir clôturer cette année. En tout cas, pour les tops, c'est fait. Merci de m'avoir écouté. Vous vous abonnez, vous commentez, vous me faites part de vos retours. Et si j'ai réussi à vous convaincre de découvrir un de ces films, c'est déjà beaucoup.